17 juillet 2022. Il était 23h05. Il faisait une chaleur moite de 28 degrés sur Cannes, une de ces nuits où l'air colle à la peau comme un mauvais présage. L'odeur qui flottait n'était pas celle des pins ou du jasmin, mais un mélange âcre de poudre, de sang chaud sur le marbre froid de la villa et de la fin de notre monde. On pensait être les rois, les prédateurs ultimes descendus de Marseille pour prendre notre dû. Ce soir-là, pour une putain de villa, on a signé notre arrêt de mort. Avant que je te raconte tout, fais-moi confiance et écoute bien. Like cette vidéo et abonne-toi tout de suite, parce qu'ils vont tout faire pour la censurer. Les Russes, la justice française, même nos anciens frères de la DZ Mafia, personne ne veut que cette vérité éclate. Ce que je vais te dire, ça dérange l'ordre établi, ça expose des fantômes que tout le monde préfère croire enterrés. Si tu veux savoir la vérité que BFM TV n'a jamais racontée, c'est ta seule chance. C'est maintenant ou jamais. Ok, t'es toujours là, t'es avec moi maintenant. Alors accroche-toi. Laisse-moi te raconter comment, en l'espace de quelques heures, on est passé de jeunes loups invincibles des quartiers nord de Marseille à de la viande froide sur la Côte d'Azur. Pour comprendre la chute, il faut comprendre l'ascension, la confiance aveugle qui nous animait. Rembobinons. 3 heures plus tôt, à bord de l'Audi RS3, on était les maîtres du putain de monde. Et rien ne pouvait nous arriver. On était 3 dans le Gamos. Sofiane au volant, un vrai pilote, le genre de mec qui pouvait faire danser l'Audi RS3 Grinardo comme une ballerine sur l'autoroute. C était son bébé, plus précieux que n'importe quelle femme. À ses côtés, il y avait Karim, le grand frère de l'équipe, le plus âgé, le plus respecté. C était lui qui tenait la Kalach Draco courte, une version compacte et brutale, parfaite pour ce genre de mission. Et puis il y avait moi, Yanis, le fou, avec mon Glock 17 à la ceinture. Notre réputation nous précédait. On était les jeunes qui montaient dans la hiérarchie de la DZ Mafia. Le charbon tournait à plein régime à la Castellane. L'oseille rentrait par liasses épaisses et sentait encore le plastique de la machine à compter. On se sentait intouchable, protégé par le nom du réseau et par notre propre agra. Cette arrogance qui nous faisait croire qu'on pouvait tout prendre. On portait des survêtements de l'OM, des TN requins immaculés, et on pensait que ça nous donnait tous les droits. Le plan était d'une simplicité affligeante, presque une insulte à notre talent. Le boss nous avait appelés, sa voix grésillant dans le téléphone crypté. « Y a un vieux russe à Cannes, un riche plein de thunes. Sa villa sur les hauteurs est vide pour une semaine. Allez-y, c'est pour nous. Prenez possession des lieux, faites-en un exemple. Ce sera notre nouveau quartier général sur la côte. Une formalité. Une démonstration de force pour marquer notre territoire et montrer aux locaux qui étaient les nouveaux patrons. On a quitté Marseille sous un ciel orange, le son de Jules à fond dans l'habitacle de la RS3, les vitres teintées nous isolant du monde des gens normaux. L'autoroute A7, l'autoroute du soleil, défilait sous nos roues. On a dépassé les péages à toute vitesse, le télépéage sonnant comme une validation de notre statut. Pour nous, ce N n'était pas un boulot. C était une sortie, une conquête. On se marrait, on fumait, on parlait des prochaines voitures qu'on allait s'acheter avec l'argent facile. L'ambiance a changé quand on est sorti de l'autoroute pour monter vers Super Cannes. Le bruit de la ville a été remplacé par le chant des cigales et un silence oppressant, un silence de millionnaires. Les rues étaient étroites, bordées de murs immenses, cachant des propriétés plus grandes les unes que les autres. L'odeur de la mer et des pins a remplacé celle du bitume et du kebab. C était un autre monde, un monde qu'on était venu piller, sans respect, sans la moindre hésitation. On a trouvé la villa facilement, un monstre d'architecture moderne, tout en verre et en béton blanc, isolé au bout d'une allée privée. Sofiane a coupé le moteur de la RS3 en bas, dans l'ombre d'un pin parasol. Le calme était total, presque suspect. On a enfilé nos cagoules, vérifié nos armes une dernière fois. Le plan était simple. Défoncer la porte-fenêtre, neutraliser l'alarme et s'installer. C était notre maison maintenant. On se sentait puissant, les rois du pétrole sur le point de prendre un nouveau château. Et c'est là que le premier grain de sable s'est glissé dans notre mécanique bien huilée. Alors que Karim s'apprêtait à sortir sa pince Monseigneur du coffre, une paire de phares a balayé l'obscurité en bas de l'allée. Une voiture montait lentement vers nous. Ce N n'était pas une Porsche ou une Ferrari, mais une vieille Peugeot 308 banale, une voiture de tous les jours. Au volant, la silhouette d'un homme seul, le vieux,
Le propriétaire. Il était rentré plus tôt que prévu. Pendant une seconde, le silence s'est fait dans la voiture. On s'est regardé. La surprise aurait pu nous faire douter, nous pousser à annuler. Mais la agra, cette putain d'arrogance, a pris le dessus. Karim a éclaté d'un rire étouffé. Miskin, le papy. Il a choisi le mauvais soir pour rentrer chez lui. Pour lui, ce N n'était pas un problème. C était un bonus. Une occasion de joindre l'humiliation au vol. Le plan a changé instantanément, sans même qu'on ait besoin de se parler. La nouvelle stratégie était encore plus simple, encore plus directe. On allait le cueillir à la sortie de sa voiture. Pas de casse, pas d'alarme. Juste une confrontation directe et brutale. Il allait nous donner les clés, son téléphone, son code de carte bleue, et il allait dégager de chez lui en nous remerciant de l'avoir laissé en vie. Karim a murmuré, le sourire aux lèvres. « Ça va être encore plus facile. Il va nous ouvrir la porte lui-même. » On est sortis de l'Audi comme des ombres. Sofiane est resté près du volant, moteur tournant, prêt à démarrer en trombe. Moi et Karim, on a avancé le long du mur, caché par les buissons de laurier. La Peugeot 308 s'est garée devant le portail. Le moteur s'est coupé, le silence est revenu, plus lourd, plus tendu. On pouvait entendre le bruit du gravier qui crissait sous les pneus. La portière du conducteur s'est ouverte avec un léger grincement. Le vieil homme est sorti. Il correspondait parfaitement à la description. Environ 65 ans, une allure de retraité tranquille. Il portait un pantalon en lin beige, un simple polo, des mocassins. Il était légèrement voûté, se déplaçait avec la lenteur de son âge. Il a ouvert son coffre et a sorti un sac de course. Une baguette de pain dépassait du sac. Une scène d'une banalité absolue. Ça était presque comique. On allait braquer un papy pour sa baguette et sa villa. Karim m'a fait un signe de tête. C'était le moment. On est sorti de notre cachette, rapide et silencieux. Karim a épaulé sa calage Draco, le canon pointé vers le ciel mais bien visible, un argument de dissuasion massif. J'ai sorti mon Glock, le tenant fermement à deux mains, pointé vers le sol. On a formé un demi-cercle autour de lui, alors qu'il se retournait. Le sac de course encore à la main. Son visage s'est figé, mais pas comme on l'attendait. C'est moi qui ai parlé, la voix déformée par la cagoule, pleine de cette fausse assurance qu'on affiche dans ces moments-là. « Wesh, le vieux, surprise, c'est plus chez toi ici, t'as compris? Alors tu vas être gentil, tu vas nous donner les clés, ton téléphone, et tu vas dégager sans faire d'histoire. » J'ai fait un pas en avant, brandissant légèrement le Glock pour appuyer mes paroles. Je m'attendais à voir de la peur, des tremblements, des supplications, mais il n'y a eu rien de tout ça. Sa réaction a été le premier vrai signal d'alarme, la première note dissonante dans notre symphonie de la violence. Il n'a pas sursauté, il n'a pas crié. Son visage est resté d'un calme glacial, presque inhumain. Ses yeux, d'un bleu pâle et perçant, n'ont pas regardé nos visages masqués. Ils ont fait un balayage rapide et méthodique de nos armes, de nos mains, de nos pieds, de notre posture. Ils nous analysaient. Il n'était pas en train de évaluer le danger, il était en train de calculer. Était un regard que je n'avais jamais vu auparavant, pas celui d'une victime, ni même celui d'un flic de la BAC. Était autre chose, une froideur analytique, comme un ingénieur qui regarde une machine défectueuse. Il a lentement, très lentement, commencé à poser son sac de course sur le capot de sa voiture. Chaque geste était délibéré, contrôlé, sans la moindre trace de panique. Je me souviens de la sueur qui a commencé à perler sur mon front, sous la cagoule. L'air de la nuit semblait soudainement plus froid. Karim, à côté de moi, semblait aussi décontenancé. Il a fait un pas de plus, agitant le canon de sa calache. « Tu fais le sourd ou quoi? Bouge-toi, le vieux !» a-t-il aboyé. Mais sa voix avait perdu un peu de son assurance. L'absence de peur chez notre cible était plus déstabilisante que n'importe quelle résistance. Le vieil homme a fini de poser son sac. La baguette de pain a roulé doucement et est tombée sur le gravier avec un bruit mat. Il a levé les mains, paumes ouvertes, dans un geste universel de reddition. Mais son regard n'a pas changé. Il nous a fixés, passant de Karim à moi, puis à Sofiane, resté près de l'Audi. Et puis, il a parlé. D'une voix basse et grave, sans le moindre tremblement, il a prononcé un seul mot dans une langue que je ne comprenais pas. Un mot russe, Malchiki. Ce mot a résonné dans le silence de la nuit. Malchiki. Les garçons. Ce N n'était pas dit avec peur, ni avec mépris. Était un constat froid, presque clinique. À cet instant précis, un frisson glacial a parcouru toute ma colonne vertébrale. J'ai compris.
J'ai compris que nous avions fait une erreur. Ce n'était pas le regard d'une victime. C'était le regard d'un chasseur qui observe des proies un peu trop bruyantes et un peu trop sûres d'elles. Karim n'a rien senti de tout ça. Pour lui, était juste un vieux qui jouait les durs. Il a avancé, prêt à lui coller la crosse de sa calache dans les dents pour lui apprendre le respect. « Tu vas voir, les garçons, ce qu'ils vont te faire », a-t-il craché. C'est la dernière phrase complète qu'il a prononcée dans sa vie. L'instant d'après, le monde a basculé dans une violence fulgurante, une violence que je n'imaginais même pas possible. Le vieux s'est baissé, comme pour ramasser sa baguette. Était une feinte parfaite. En une fraction de seconde, son corps s'est détendu et a explosé vers le haut. Son mouvement était d'une fluidité surnaturelle. Sa main gauche a saisi le canon de la calache de Karim, l'a dévié vers le sol. Au même instant, le tranchant de sa main droite a frappé la gorge de Karim avec une précision chirurgicale. J'ai entendu un bruit horrible, un craquement humide. Karim s'est effondré sans un cri, les yeux exorbités, du sang gargouillant de sa bouche. Avant même que son corps ne touche le sol, le Russe avait déjà arraché la calache de ses mains. Il a pivoté, utilisant le corps de Karim qui tombait comme un bouclier humain. Tout ça a duré moins de 2 secondes. Mon cerveau n'arrivait pas à suivre. J'y étais paralysé, le doigt sur la détente de mon Glock, mais sans cible claire. Puis j'ai vu le canon de la calache se tourner vers l'Audi. Sofiane, qui avait commencé à sortir de la voiture, s'est figé. Le Russe n'a pas tiré une longue rafale de panique comme l'un de nous l'aurait fait. Il a tiré une rafale courte, contrôlée, 2 ou 3 balles tout au plus. Le bruit des détonations a déchiré la nuit. Les balles ont touché Sofiane aux jambes. Il s'est écroulé en hurlant. Un cri de douleur et de surprise qui s'est terminé en gémissement. C'est ce cri qui m'a sorti de ma torpeur. J'ai enfin tiré, 2 fois, 2 détonations sèches de mon Glock 17. Mais la panique avait ruiné ma visée. Les 2 balles de 9 mm se sont logées dans le corps de Karim, qui servait toujours de bouclier au vieil homme. J'ai vu les impacts sur le survêtement de mon ami. J'avais tiré sur mon propre partenaire. Le Russe, lui, était déjà en mouvement, se jetant sur le côté, abandonnant le corps de Karim. Il a foncé sur moi. Il ne courait pas. Il bondissait. Il était sur moi avant que je puisse tirer une 3e fois. Je n'ai même pas eu le temps de viser. Une main de fer a attrapé mon poignet, celui qui tenait le Glock. Je n'ai senti aucune hésitation, aucune force brute, juste une technique pure et terrifiante. Il a utilisé mon propre élan contre moi. Une torsion, un pivot, et mon bras a été pris dans une clé. La douleur a été fulgurante, aveuglante. J'ai senti mes os craquer. Mon épaule se disloquer avec un bruit sourd et écœurant. Un cri m'est resté coincé dans la gorge. Mon Glock est tombé de mes doigts inertes, heurtant le gravier avec un cliquetis métallique dérisoire. Je suis tombé à genoux, submergé par une douleur si intense qu'elle en effaçait toute pensée. Il ne m'avait pas frappé. Il m'avait brisé, démonté comme une pièce mécanique. En moins de 10 secondes, était fini. Le silence est retombé, seulement troublé par les gémissements de Sofiane et ma propre respiration haletante et douloureuse. Karim gisait dans une mare de sang qui s'agrandissait rapidement, ses yeux grands ouverts fixant le ciel étoilé de la Côte d'Azur. Sofiane se tordait de douleur près de la RS3, ses jambes détruites. Et moi, j'y étais à genoux. Neutralisé, le bras en miettes, impuissant, le vieil homme se tenait debout au milieu de ce carnage. Il n'était même pas essoufflé. Il a ramassé mon Glock, l'a vérifié d'un geste expert, puis a récupéré la calache. Il a jeté un regard froid et détaché sur le chaos qu'il venait de créer. Il n'y avait aucune émotion sur son visage, ni colère, ni peur, ni même de la satisfaction. Juste le calme d'un professionnel qui vient de terminer son travail. Le prédateur était devenu la proie, et nous n'avions même pas compris ce qui nous arrivait. Puis, d'au loin, j'ai entendu le son que je redoutais le plus, la sirène 2 tons des Schmitt. Un voisin avait dû appeler la police en entendant les coups de feu. Le Russe a entendu aussi. Il a agi vite. Il a jeté la calache près du corps de Karim et a posé mon Glock à quelques mètres de moi. Puis, il s'est appuyé contre sa voiture, a pris une profonde inspiration, et son visage s'est transformé. La froideur a disparu, remplacée par une expression de choc et de peur. Quand les gyrophares bleus ont inondé l'allée et que les voitures de la BAC sont arrivées en crissant des pneus, ils ont découvert une scène qui semblait évidente pour eux. Un vieil homme, une victime, visiblement en état de choc après une agression, et 3 jeunes de cité, dont un mort et 2 blessés, avec des armes de guerre à leurs pieds. L'histoire S écrivait toute seule. Une tentative de vol à main armée par des racailles de Marseille
qui avait horriblement mal tourné. Les flics m'ont sauté dessus, m'ont plaqué le visage contre le gravier qui m'éraflait la joue. Les menottes se sont refermées sur mes poignets avec une froideur métallique. J'y étais humilié, brisé, traîné au sol comme un animal. Pendant qu'on me relevait, mon regard a croisé celui du Russe. Il était entouré de policiers qui le réconfortaient. Il me regardait, et dans ses yeux il n'y avait plus rien, juste le vide. Il jouait son rôle à la perfection. À l'hôpital, puis au poste, personne n'a cru un mot de mon histoire. Un papy qui désarme 3 jeunes armés jusqu'aux dents? Un retraité qui neutralise un mec avec une calache en quelques secondes? Ils ont ri. Pour eux, j'y étais juste un délinquant qui essayait de se défausser, d'inventer une histoire absurde pour éviter la prison. Le dossier a été classé rapidement. Légitime défense. Le vieil homme, Dmitri Volkov, a donné sa déposition et a disparu de la circulation. Le procès a été une formalité. Sofiane, dans un fauteuil roulant, a pris 10 ans. Moi, j'ai pris 15 ans ferme pour vol à main armée en bande organisée et homicide involontaire sur la personne de Karim, puisque c'étaient mes balles qui l'avaient retouché. 15 ans. Ma vie s'est arrêtée ce soir-là, dans cette allée de millionnaires. Face à un fantôme de la guerre froide. La justice des hommes m'avait condamné, mais la vraie justice, la plus brutale, avait été rendue par ce vieil homme. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis à la prison des Baumettes à Marseille. Je repense à cette nuit tous les jours. Chaque détail est gravé dans ma mémoire. Le bruit de la gorge de Karim, le regard vide du Russe, la douleur de mon épaule qui se disloque. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai compris notre erreur. On n'était pas des loups. On était des hyènes qui s'attaquaient à des proies faciles. On faisait les malins dans notre territoire, là où on connaissait les règles. Mais ce soir-là, on est sorti de notre zone de confort. On est entré dans un autre monde, une autre jungle, avec des règles différentes et des prédateurs d'un tout autre niveau. Le nom de Dmitri Volkov n'est jamais apparu dans les journaux. Son histoire n'a jamais été racontée. Il s'est volatilisé, retournant à ses ombres, laissant derrière lui 2 morts et un estropié. Il a protégé son territoire, et il l'a fait avec une efficacité que nous, avec nos grosses voitures et nos calaches, ne pouvions même pas imaginer. Alors voilà la leçon, la seule vérité qui compte à la fin. Dans la cité, on se croyait des lions parce qu'on chassait des gazelles. On se sentait puissant parce qu'on faisait peur à des gens qui avaient déjà peur. Ce jour-là, dans notre arrogance, on a voulu chasser un T-Rex. On a appris la règle numéro 1 du grand banditisme, celle qu'on ne t'apprend pas dans la rue. Il y a toujours, un plus gros prédateur que toi dans la jungle. Et nous, on a servi de dîner. 17 juillet 2022, 23h05. Il faisait une chaleur moite de 28 degrés sur Cannes. Une de ces nuits où l'air colle à la peau comme un mauvais présage. L'odeur ambiante haine n'était pas celle des pins, mais un mélange âcre de poudre, de sang chaud sur le marbre froid de la villa et de notre propre faim. On se croyait les rois, les prédateurs ultimes descendus de Marseille pour prendre notre dû. Ce soir-là, pour une putain de villa, on a signé notre arrêt de mort. Avant que je te raconte tout, écoute-moi bien. Like cette vidéo et abonne-toi maintenant, car ils vont tout faire pour la censurer. Les Russes, la justice française, même nos anciens frères de la DZ Mafia, personne ne veut que cette vérité sorte. Ce que je vais te dire dérange l'ordre établi. Ça expose des fantômes que tous préfèrent croire enterrés. Pour connaître la vérité que BFM TV n'a jamais montrée, c'est ta seule chance. C'est maintenant ou jamais. Ok, t'es toujours là, t'es avec moi maintenant. Alors accroche-toi bien. Je vais te raconter comment on est passé de roi de Marseille à de la viande froide sur la côte d'Azur en quelques heures. Pour comprendre la chute, il faut comprendre l'ascension, cette confiance aveugle qui nous habitait. Rembobinons. 3 heures plus tôt, à bord de l'Audi RS3, on était les maîtres du putain de monde. Absolument rien ne pouvait nous arriver ce soir-là. On était 3 dans le Gamos. Sofiane au volant, un vrai pilote. Le genre de mec qui pouvait faire danser l'Audi RS3 Grinardo comme une ballerine sur l'autoroute. C était son bébé, plus précieux que n'importe quelle femme. À ses côtés, il y avait Karim, le grand frère de L-Équipe, le plus âgé, le plus respecté. C était lui qui tenait la calage Draco courte, une version compacte et brutale, parfaite pour ce genre de mission. Et puis il y avait moi, Yanis, le fou, avec mon Glock 17 à la ceinture. Notre réputation nous précédait. On était les jeunes qui montaient dans la hiérarchie de la DZ Mafia. Le charbon tournait à plein régime,
à la Castellane. L'oseille rentrait par liasses épaisses et sentait encore le plastique de la machine à compter. On se sentait intouchable, protégé par le nom du réseau et par notre propre agra, cette arrogance qui nous faisait croire qu'on pouvait tout prendre. On portait des survêtements de l'OM, des TN requins immaculés, et on pensait que ça nous donnait tous les droits. Le plan était d'une simplicité affligeante, presque une insulte à notre talent. Le boss nous avait appelés. Sa voix grésillant dans le téléphone crypté. « Il y a un vieux russe à Cannes, un riche plein de thunes. Sa villa sur les hauteurs est vide pour une semaine. Allez-y, c'est pour nous. Prenez possession des lieux, faites-en un exemple. Ce sera notre nouveau quartier général sur la côte. Une formalité, une démonstration de force pour marquer notre territoire et montrer aux locaux qui étaient les nouveaux patrons. On a quitté Marseille, sous un ciel orange. Le son de Jules à fond dans l'habitacle de la RS3. Les vitres teintées nous isolant du monde des gens normaux. L'autoroute A7, l'autoroute du soleil, défilait sous nos roues. On a dépassé les péages à toute vitesse, le télépéage sonnant comme une validation de notre statut. Pour nous, ce n'était pas un boulot, c'était une sortie, une conquête. On se marrait, on fumait, on parlait des prochaines voitures qu'on allait s'acheter avec l'argent facile. L'ambiance a changé quand on est sorti de l'autoroute pour monter vers Supercannes. Le bruit de la ville a été remplacé par le chant des cigales et un silence oppressant, un silence de millionnaires. Les rues étaient étroites, bordées de murs immenses cachant des propriétés plus grandes les unes que les autres. L'odeur de la mer et des pins a remplacé celle du bitume et du kebab. C'était un autre monde, un monde qu'on était venu piller, sans respect, sans la moindre hésitation. On a trouvé la villa facilement. Un monstre d'architecture moderne, tout en verre et en béton blanc, isolé au bout d'une allée privée. Sofiane a coupé le moteur de la RS3 en bas, dans l'ombre d'un pin parasol. Le calme était total, presque suspect. On a enfilé nos cagoules, vérifié nos armes une dernière fois. Le plan était simple, défoncer la porte-fenêtre, neutraliser l'alarme et s'installer. Était notre maison maintenant. On se sentait puissant, les rois du pétrole sur le point de prendre un nouveau château. Et c'est là que le premier grain de sable s'est glissé dans notre mécanique bien huilée. Alors que Karim s'apprêtait à sortir sa pince Monseigneur du coffre, une paire de phares a balayé l'obscurité en bas de l'allée. Une voiture montait lentement vers nous. Ce N n'était pas une Porsche ou une Ferrari, mais une vieille Peugeot 308 banale, une voiture de tous les jours. Au volant, la silhouette d'un homme seul. Le vieux, le propriétaire, il était rentré plus tôt que prévu. Pendant une seconde, le silence s'est fait dans la voiture. On s'est regardé. La surprise aurait pu nous faire douter, nous pousser à annuler. Mais la agra, cette putain d'arrogance, a pris le dessus. Karim a éclaté d'un rire étouffé. Miskin, le papy. Il a choisi le mauvais soir pour rentrer chez lui. Pour lui, ce N n'était pas un problème, était un bonus. Une occasion de joindre l'humiliation au vol. Le plan a changé instantanément, sans même qu'on ait besoin de se parler. La nouvelle stratégie était encore plus simple, encore plus directe. On allait le cueillir à la sortie de sa voiture. Pas de casse, pas d'alarme. Juste une confrontation directe et brutale. Il allait nous donner les clés, son téléphone, son code de carte bleue, et il allait dégager de chez lui en nous remerciant de l'avoir laissé en vie. Karim a murmuré, le sourire aux lèvres. Ça va être encore plus facile. Il va nous ouvrir la porte lui-même. On est sortis de l'Audi comme des ombres. Sofiane est resté près du volant, moteur tournant, prêt à démarrer en trombe. Moi et Karim, on a avancé le long du mur, caché par les buissons de laurier. La Peugeot 308 s'est garée devant le portail. Le moteur s'est coupé. Le silence est revenu, plus lourd, plus tendu. On pouvait entendre le bruit du gravier qui crissait sous les pneus. La portière du conducteur s'est ouverte avec un léger grincement. Le vieil homme est sorti. Il correspondait parfaitement à la description. Environ 65 ans, une allure de retraité tranquille. Il portait un pantalon en lin beige, un simple polo, des mocassins. Il était légèrement voûté, se déplaçait avec la lenteur de son âge. Il a ouvert son coffre et a sorti un sac de course. Une baguette de pain dépassait du sac. Une scène d'une banalité absolue. C'était presque comique. On allait braquer un papy pour sa baguette et sa villa. Karim m'a fait un signe de tête. Était le moment. On est sorti de notre cachette, rapide et silencieux. Karim a épaulé sa calage Draco. Le canon pointé vers le ciel, mais bien visible. Un argument de dissuasion massif. J'ai sorti mon Glock.
le tenant fermement à deux mains, pointées vers le sol. On a formé un demi-cercle autour de lui, alors qu'il se retournait, le sac de course encore à la main. Son visage s'est figé, mais pas comme on l'attendait. C'est moi qui ai parlé, la voix déformée par la cagoule, pleine de cette fausse assurance qu'on affiche dans ces moments-là. Wesh le vieux. Surprise. C'est plus chez toi ici, t'as compris? Alors tu vas être gentil, tu vas nous donner les clés, ton téléphone, et tu vas dégager sans faire d'histoire. J'ai fait un pas en avant, brandissant légèrement le Glock pour appuyer mes paroles. Je m'attendais à voir de la peur, des tremblements, des supplications. Mais il n'y a eu rien de tout ça. Sa réaction a été le premier vrai signal d'alarme, la première note dissonante dans notre symphonie de la violence. Il n'a pas sursauté, il n'a pas crié. Son visage est resté d'un calme glacial, presque inhumain. Ses yeux, d'un bleu pâle et perçant, n'ont pas regardé nos visages masqués. Ils ont fait un balayage rapide et méthodique de nos armes, de nos mains, de nos pieds, de notre posture. Ils nous analysaient. Il n'était pas en train d'évaluer le danger, il était en train de calculer. C'était un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Pas celui d'une victime, ni même celui d'un flic de la BAC. C'était autre chose, une froideur analytique, comme un ingénieur qui regarde une machine défectueuse. Il a lentement, très lentement, commencé à poser son sac de course sur le capot de sa voiture. Chaque geste était délibéré, contrôlé, sans la moindre trace de panique. Je me souviens de la sueur qui a commencé à perler sur mon front, sous la cagoule. L'air de la nuit semblait soudainement plus froid. Karim, à côté de moi, semblait aussi décontenancé. Il a fait un pas de plus, agitant le canon de sa calache. « Tu fais le sourd ou quoi? Bouge-toi, le vieux !» a-t-il aboyé, mais sa voix avait perdu un peu de son assurance. L'absence de peur chez notre cible était plus déstabilisante que n'importe quelle résistance. Le vieil homme a fini de poser son sac. La baguette de pain a roulé doucement et est tombée sur le gravier avec un bruit mat. Il a levé les mains, paumes ouvertes, dans un geste universel de reddition. Mais son regard n'a pas changé. Il nous a fixés, passant de Karim à moi, puis à Sofiane resté près de l'Audi. Et puis, il a parlé. D'une voix basse et grave, sans le moindre tremblement, il a prononcé un seul mot en russe, « Malchiki ». Ce mot a résonné dans le silence de la nuit. « Malchiki ». Les garçons. Ce N n'était pas dit avec peur, ni avec mépris. Était un constat froid, presque clinique. À cet instant précis, un frisson glacial a parcouru toute ma colonne vertébrale. J'ai compris. J'ai compris que nous avions fait une erreur. Ce N n'était pas le regard d'une victime. Était le regard d'un chasseur qui observe des proies un peu trop bruyantes et un peu trop sûres d'elles. J'ai revu son calme, sa posture. Il n'était pas voûté par l'âge. Il était relâché, prêt à bondir. Ses mains n'étaient pas celles d'un retraité. Elles étaient dures, les articulations marquées par une vie de discipline. Le polo simple ne cachait pas complètement une musculature sèche, dense, celle d'un homme qui a passé sa vie à maîtriser son corps comme une arme. On ne voyait pas un papy. On voyait un soldat qui n'avait jamais cessé de l'être. Karim, lui, n'a rien vu de tout ça. La Agra lui bouffait le cerveau. Pour lui, ce calme était un manque de respect, une provocation ultime. Il a interprété le mot russe comme une insulte. « Ferme ta gueule avec ta langue de merde !» a-t-il craché en avançant d'un pas décidé, la crosse de la calache levée, prêt à lui fracasser le visage pour lui apprendre les bonnes manières. Était le dernier pas qu'il allait faire de sa vie. Le monde a semblé ralentir. J'ai vu le mouvement de Karim, j'ai vu le léger changement dans les yeux du Russe, un passage de l'observation à l'exécution. J'ai voulu crier, dire à Karim de s'arrêter, de reculer, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. La seule pensée qui a traversé mon esprit, claire comme du cristal, glaciale comme la mort qui approchait, c'était « on a merdé, on a signé notre propre arrêt de mort en choisissant cette ville-là ». L'action qui a suivi a été une déflagration, une rupture dans le tissu du temps. Était d'une rapidité et d'une violence technique que je n'aurais jamais pu imaginer. Le vieux n'a pas esquivé, il n'a pas reculé. Il a explosé. Son corps, qui semblait voûté par les années, s'est redressé avec la force d'un ressort comprimé. Son mouvement N n'était pas celui d'une bagarre de rue. Était une chorégraphie létale, précise, chaque geste calculé pour une efficacité maximale et dévastatrice. Sa main gauche, comme une pince d'acier, a intercepté le canon de la calache de Karim avant même qu'il ait pu l'abaisser. Il n'a pas lutté, il a simplement dévié la trajectoire de l'arme vers le sol.
Simultanément, sa main droite, ouverte et dure comme de la pierre, a frappé la gorge de Karim avec un bruit sourd et humide. Pas un coup de poing, un coup tranchant, chirurgical. J'ai vu le cartilage du larynx de mon ami céder sous l'impact. Karim s'est effondré sans un cri, les yeux exorbités, une gargouille de sens échappant de sa bouche. Il était mort avant même de toucher le gravier. Le Russe, lui, était déjà passé à autre chose. Il a arraché la calage des mains inertes de Karim, utilisant son corps qui tombait comme un bouclier humain instantané. Tout cela s'est déroulé en moins de 2 secondes. Mon cerveau n'arrivait pas à suivre. J était un spectateur paralysé de notre propre exécution. Le canon de la Draco s'est tourné vers l'Audi RS3. Sofiane, qui avait commencé à sortir de la voiture en entendant le bruit, s'est figé, une cible parfaite dans le halo des phares. Le Russe n'a pas arrosé comme un amateur. Il a tiré une rafale courte, 2 balles, 3 maximum. Le son des détonations en 7,62 a déchiré la nuit. Les balles ont touché Sofiane aux jambes, le clouant au sol. Il s'est écroulé en hurlant, un cri de douleur et de pure incompréhension. C'est ce hurlement qui m'a sorti de ma transe. J'ai enfin tiré. Panique totale. 2 coups de feu sec de mon Glock 17. Mais ma visée était ruinée par l'adrénaline et la peur. Les 2 balles de 9 mm se sont logées dans le corps de Karim, qui servait toujours de bouclier au vieil homme. J'ai vu les impacts sur le survêtement de l'OM de mon ami. J'avais tiré sur mon propre partenaire. J'ai senti le vomi me monter à la gorge. Le Russe, lui, était déjà en mouvement, se jetant sur le côté et abandonnant le cadavre de Karim. Il a foncé sur moi. Il ne courait pas, il bondissait, rasant le sol comme un félin. Il était sur moi avant que je puisse aligner un 3e tir. Je n'ai même pas eu le temps de voir son visage, juste une masse sombre qui annulait la distance entre nous avec une vitesse terrifiante. Mon monde s'est réduit au son de ses pas sur le gravier. Une main de fer a attrapé mon poignet, celui qui tenait le Glock. Je n'ai senti aucune hésitation, aucune force brute, juste une technique pure et terrifiante. Il a utilisé mon propre élan contre moi, une torsion, un pivot, et mon bras a été pris dans une clé. La douleur a été fulgurante, électrique, aveuglante. J'ai senti les os de mon épaule craquer et se disloquer avec un bruit sourd et écœurant qui a résonné dans ma propre tête. Un cri m'était resté coincé au fond de la gorge, étouffé par la douleur. Mon Glock est tombé de mes doigts inertes, heurtant le gravier avec un cliquetis métallique qui sonnait comme la fin de tout. Je suis tombé à genoux, submergé par une agonie si intense qu'elle effaçait toute pensée, toute volonté. Il ne m'avait pas frappé. Il m'avait démonté, comme on démonte une machine pièce par pièce, sans haine, sans colère, avec une efficacité glaçante. En moins de 10 secondes, c'était fini. Le silence est retombé sur l'allée, seulement troublé par les gémissements de Sofiane et ma propre respiration haletante. Karim gisait dans une mare de sang qui s'agrandissait rapidement, ses yeux grands ouverts fixant un ciel qu'il ne voyait plus. Sofiane se tordait de douleur près de la RS3, et moi, J était à genoux, neutralisé, le bras en miettes, impuissant. Le prédateur était devenu une proie, et la chasse avait été terriblement courte. Le vieil homme se tenait debout au milieu de ce carnage. Il n'était même pas essoufflé. Il a ramassé mon Glock, l'a vérifié d'un geste expert, puis a récupéré la calache. Il a jeté un regard froid et détaché sur le chaos qu'il venait de créer. Il n'y avait aucune émotion sur son visage. Ni colère, ni peur, ni même de la satisfaction. Juste le calme d'un professionnel qui vient de terminer son travail. Le prédateur était devenu la proie, et nous n'avions même pas compris ce qui nous arrivait. Puis, au loin, j'ai entendu le son que je redoutais le plus, la sirène 2 tons des Schmitz. Un voisin avait dû appeler la police en entendant les coups de feu. Le Russe a entendu aussi. Il a agi vite. Il a jeté la calache près du corps de Karim et a posé mon Glock à quelques mètres de moi. Puis il s'est appuyé contre sa voiture, a pris une profonde inspiration et son visage s'est transformé. La froideur a disparu, remplacée par une expression de choc et de peur. Quand les gyrophares bleus ont inondé l'allée et que les voitures de la BAC sont arrivées en crissant des pneus, ils ont découvert une scène qui semblait évidente pour eux. Un vieil homme, une victime, visiblement en état de choc après une agression, et 3 jeunes de cité dont un mort et 2 blessés avec des armes de guerre à leurs pieds. L'histoire S écrivait toute seule. Une tentative de vol à main armée par des racailles de Marseille qui avait horriblement mal tourné. Les flics m'ont sauté dessus, m'ont plaqué le visage contre le gravier qui me éraflait la joue.
Les menottes se sont refermées sur mes poignets avec une froideur métallique. J'y étais humilié, brisé, traîné au sol comme un animal. Pendant qu'on me relevait, mon regard a croisé celui du Russe. Il était entouré de policiers qui le réconfortaient. Un des flics, un gradé, lui a parlé à voix basse, avec un respect que je n'avais jamais vu. Il a hoché la tête et a répondu « Merci, mon colonel ». Le procès a été une formalité. Sofiane, dans un fauteuil roulant, a pris 10 ans. Moi, j'ai pris 15 ans ferme pour vol à main armée en bande organisée et homicide involontaire sur la personne de Karim, puisque c'était mes balles qui l'avaient touché. 15 ans. Ma vie s'est arrêtée ce soir-là, dans cette allée de millionnaires, face à un fantôme de la guerre froide. La justice des hommes m'avait condamné, mais la vraie justice, la plus brutale, avait été rendue par ce vieil homme. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. 10 putains d'années que je crève à petit feu entre ces murs gris des Baumettes, à Marseille. Mon épaule me lance encore quand l'air est humide. Une douleur fantôme pour me rappeler chaque seconde cette nuit-là. Sofiane, lui, il a fini sa peine, mais il la purgera toute sa vie dans un fauteuil roulant. De ma cellule, parfois, je vois les lumières de la Castellane. Notre ancien royaume. C'est ironique, non? On voulait conquérir la Côte d'Azur et j'ai fini en cage dans mon propre quartier. Et le Russe, Dmitri Volkov, il s'est volatilisé. Son nom a à peine effleuré le dossier avant d'être classé « légitime défense ». Un fantôme. Parfois, je l'imagine, toujours dans sa villa, sirotant une vodka en regardant la mer, ou peut-être qu'il est en Syrie, en Afrique, je sais pas. Il n'était pas un retraité. Ça était un soldat qui n'avait jamais quitté le front. Les keufs le savaient, ce colonel qui lui a parlé avec respect. Ils ont laissé le monstre retourner dans sa tanière. Notre erreur, notre putain d'erreur fatale, ça n'a pas été de vouloir cette ville-là. C'était de croire que notre violence était la seule qui existait. On pensait que la Agra, les Kalash et les grosses voitures faisaient de nous des prédateurs. Mais on n'était que des gamins bruyants avec des jouets dangereux. Lui, il n'avait pas besoin de tout ça. Sa violence était silencieuse, économique, chirurgicale. C'était la différence entre une bagarre de rue et une exécution militaire. On n'était pas dans la même ligue. Alors tu veux la leçon? La seule vérité qui compte à la fin, celle que ton avocat ne te dira jamais. Dans la cité, on se croyait des lions parce qu'on chassait des gazelles. On se sentait puissant parce qu'on faisait peur à des gens qui avaient déjà peur. Ce jour-là, dans notre arrogance, on a voulu chasser un T-Rex. On a appris la règle numéro 1 du grand banditisme, celle qu'on ne t'apprend pas dans la rue. Il y a toujours un plus gros prédateur que toi dans la jungle. Et nous, on a servi de dîner.